Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché, 40 minutes pour tenter de décrypter les actualités de marché et comprendre ce qu'il se passe donc sur les marchés financiers, avec de l'actualité politique, économique et surtout évidemment financière. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Léa Dunant-Châtelet. Bonjour Léa Dunant-Châtelet, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. À côté de vous, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Chef analyste chez IG. Et nous sommes également accompagnés de Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand Puif. Bonjour, bonsoir à 17h. On ne sait plus trop, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. On va peut-être commencer avec vous, Alexandre Baradez. On se demande un peu comment comprendre cette situation de marché actuellement. On a des marchés qui remontent depuis un peu plus d'une semaine maintenant, en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais surtout en Europe où la baisse était plus marquée. On a l'impression de vivre et on vit effectivement au rythme des déclarations russes et ukrainiennes et avec cet espoir d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, mais dans un contexte où il y a d'autres sujets d'inquiétude pour les investisseurs, l'inflation, la flambée des taux obligataires ou autre. Quelle est votre vision un peu globale du marché pour commencer ? Alors, la vision un peu globale, c'est qu'il y a quand même 3 sujets qui sont finalement assez liés aux yeux des investisseurs, qui sont pourtant des sujets différents, mais dont l'impact se ressent sur les différentes classes d'actifs. C'est-à-dire qu'il y avait une inflation qui existait avant la crise ukrainienne, bien sûr, à laquelle est venue se greffer la situation ukrainienne, inflationniste donc pour les matières premières, et en plus, réouverture de l'économie, en tout cas après les Jeux Olympiques en Chine, nouvelle vague de confinement du coup qui en résulte. Et donc, ces 3 facteurs en fait, qui viennent s'agréger et qui génèrent une inflation. Et cette même inflation fait donc bouger et réagir à la courbe des taux aux États-Unis. Vous l'avez dit, vous avez une partie de la courbe qui est même carrément inversée. 3, 5 et 7 ans sont au-dessus du 10 ans et sont au-dessus du 30 ans également. Donc, effectivement, la courbe elle est plate et puis elle commence à tanguer dangereusement. Et c'est vrai que historiquement, ce genre de situation peut déboucher. On l'avait vu en 2005, 2006, 2018 également. On a vu des points qui s'étaient vraiment très tassés, voire inversés. Ça peut générer effectivement des phases de stress. Donc là, pour l'instant, le marché... Enfin, je ne dis pas qu'il veut... Oui, il veut croire. Il veut croire que la situation va s'améliorer, en tout cas que toutes ces discussions vont déboucher sur quelque chose, sachant que si c'était le cas, on pourrait avoir après des effets assez puissants quand même. C'est-à-dire que si vous avez... par exemple, la demande mondiale, la croissance mondiale qui se tasse un petit peu liée à ces effets géopolitiques. Bien sûr, ouais. Donc, une demande, je ne dis pas que la demande des matières premières va être beaucoup plus faible, mais la demande de matières premières pourrait être perçue comme étant potentiellement un peu plus faible. Ensuite, si vous avez un cessez-le-feu, l'effet sur le pétrole, je pense, sera assez rapide. C'est-à-dire qu'on peut tomber très dans les $90, pas forcément pour aller chercher 60, mais il y aura quand même un effet, un étage, même si là, le marché veut déjà y croire, il était monté à 130 pour le WTI, il est retombé près des $100. Il y aura quand même un effet supplémentaire s'il y a accord. Et ensuite, la question de la vague en Chine, à un moment donné, toutes les vagues retombent, et donc ça retombera, la logistique ira un peu mieux, et donc on voit comment la baisse de la pression sur les prix pourrait arriver, mais l'échelle de temps pour que ça arrive, on ne voit pas ça par contre se produire avant au moins la fin du premier semestre. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois où la pression inflationniste va rester forte, où la courbe des taux va être pas terrible, et c'est pour ça que ce rebond par contre qu'on a actuellement, moi je ne serais pas étonné qu'il y ait des phases à nouveau je dis pas de retour sur les points bas, parce que c'était des gros points bas, mais des phases un peu de respiration un peu consolidantes avant de repartir plus haut. Parce que est-ce qu'on pourrait dire finalement que le marché, là je prends l'exemple du CAC 40, mais d'autres marchés européens cherchent systématiquement les bonnes nouvelles au détriment d'un contexte général un peu moins positif, un peu moins optimiste ? Oui, mais parce que le marché se dit aussi que si un cessez-le-feu rapide, c'est une hypothèse. Si ça arrive dans 2 semaines, les multiples de valorisation ont quand même pas mal dégrossi. Donc même que ce soit aux États-Unis et aussi en Europe. Dire que si jamais on a un cessez-le-feu rapide, entre guillemets, on continuera en matière économique à payer les conséquences finalement des sanctions financières et de la situation de guerre qu'on aura connue sur le sol européen. Oui, mais avec des matières premières qui vont se détendre. J'ai l'impression que ce que le marché se regarde uniquement, c'est est-ce que les matières premières arrivent en fait ? Est-ce qu'elles arrivent ? À quelle vitesse elles arrivent ? Si ce canal-là reste pas trop dégradé, après effectivement il y aura des négociations là aussi qui vont être probablement très complexes et longues, mais tant que le canal des matières premières arrive, et si en plus il y a une baisse sur les prix constatée, je ne dis pas un effondrement des matières premières, c'est impossible, mais il y aura forcément un impact sur le blé, sur les cours du blé, sur les cours du pétrole, les métaux, le nickel qui est monté à des niveaux stratosphériques va être interrompu. Il y aura quand même un étage supplémentaire qui va être marqué. Et ça pourrait faire le jeu des valeurs de croissance, par exemple, qui pourraient trouver, même si elles ne se portent pas trop mal en ce moment, mais qui pourraient trouver un effet supplémentaire pour aller un peu plus haut. Alors, on va regarder effectivement les valeurs peut-être dans un second temps. Avant, j'aimerais avoir votre avis, Bertrand Puif, également sur cette situation. Et finalement, on a l'impression que tout repose sur les prix des matières premières et de l'énergie, avec 3 causes qui nous ont été données donc, par Alexandre Baradez. Effectivement, la reprise donc, avec les goulots d'étranglement dont on parlait l'année dernière qui conduisent à une inflation, cette situation ukrainienne et du coup cette pandémie dont on n'est pas réellement sorti. On l'entendait dans le point bourse. Deuxième confinement en Chine, on nous avait annoncé donc dans le port de Shenzhen il y a 2 semaines, et maintenant on est effectivement sur la ville de Shanghai. Donc des questionnements, oui effectivement, sur jusqu'où vont aller les prix de l'énergie. C'est là le vrai questionnement actuellement.
Je pense qu'effectivement, même si il y a un cessez-le-feu qui est signé rapidement, on restera en Europe sur des prix de l'énergie qui vont être élevés. Alors pas effectivement le pétrole qui est plus un marché mondial, mais le gaz qui est un marché donc régional. On a vu qu'il y a eu déjà une détente sur les prix du gaz en Europe, mais il faut quand même... on était monté à $70 par MMBTU, on est à 30, mais il faut quand même savoir que la moyenne sur les 10 dernières années, c'est 12. Et qu'aux États-Unis, le gaz est à 4. D'accord. Donc on a quand même effectivement une légère différence. Voilà, une différence énorme. Et c'est vrai que voilà, même si on se stabilisait, allez, disons entre 20 et 25, ça resterait encore 5 fois le prix du gaz aux États-Unis. Et donc quand vous prenez deux sociétés qui évoluent sur le même secteur, une est américaine, une est en Europe, avec des actifs en Europe, très intenses en gaz. Prenons par exemple donc la fabrication donc du verre, une société comme on a plusieurs sociétés en Europe, on a Verallia, on a également Vidrala qui est en Espagne. Ces sociétés-là ont dans leur coût 40% de gaz. Et il y a des acteurs donc, concurrents en Asie, aux États-Unis. C'est évident que sur le long terme, ça crée un désavantage comparatif qui est assez significatif. Donc là, on n'est même plus sur les questionnements qu'on pouvait avoir au début de savoir comment est-ce qu'on va se chauffer l'hiver prochain. C'est est-ce que nos entreprises vont pouvoir rester compétitives avec un prix du gaz aussi cher ? Ouais, c'est ça. Sachant que là-dessus vient se greffer dans donc la myriade en fait d'accords en Europe et de traités, le fait qu'il y a une certaine mutualisation, en tout cas une solidarité au niveau de l'énergie, qui fait que si jamais on n'avait pas assez d'énergie en Europe, il y a un certain nombre d'accords qui entrent en jeu et qui font qu'il y a des listes de priorités. C'est d'abord chauffer évidemment les ménages, mais derrière, et c'est très étonnant, on a toute une liste d'industries prioritaires. D'accord. Et on ne sera pas étonné de voir que ce sont les industries allemandes qui sont prioritaires, donc notamment l'automobile les plus dépendantes au gaz. Et que donc, grosso modo, pour schématiser, pour aller directement donc à la conclusion, le nucléaire français sera utilisé pour continuer à donner une compétitivité à l'industrie allemande. Je ne sais pas comment ça pourra, au niveau de l'opinion publique, passer, sachant qu'on sera obligé de fermer, nous, de certaines industries. Je parlais notamment de l'industrie du verre, elle sera fermée, par exemple. Bon, pourquoi le verre, c'est pas faire des fenêtres, c'est pas critique par rapport à faire des voitures. Ça, c'est une autre dimension de négociation. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut rentrer à un moment donné. Donc, on n'a peut-être pas atteint le pic du stress sur l'énergie, même s'il y a un cessez-le-feu qui est acté dans les jours qui viennent. Pic de stress en Europe, en tout cas. Et alors, sans parler de cessez-le-feu, il y a quand même eu une décision qui a été prise au niveau européen vendredi dernier, lors du sommet européen, c'est le fait de mutualiser finalement via la Commission européenne les achats de gaz. Est-ce que ça, du coup, ça ne peut pas permettre de détendre un petit peu les prix du gaz en Europe, Bertrand Puy ? Alors, pour moi, c'est purement de la politique politicienne. Ça n'a absolument aucun impact. Si vous voulez, les Russes ont toujours fait des contrats bilatéraux. Encore une fois, si on avait la possibilité, si on avait une alternative et qu'on pouvait dire aux Russes, si vous n'acceptez pas de négocier en masse et plus de manière bilatérale, eh ben, on va chez les Norvégiens, on va chez les Algériens. Le problème, c'est que les Norvégiens sont à saturation. Et quand on regarde, si vous voulez, sur les 10 prochaines années, les découvertes qui ont été faites aujourd'hui et qui vont conditionner la production sur les 10 prochaines années, on va plutôt avoir une production qui va avoir tendance à légèrement baisser. Donc là, la solution n'est pas en Norvège, ce qui aurait été le Graal. L'Algérie, on sait que l'Algérie, il y a d'autres problématiques. L'instabilité au niveau des champs, déjà le gouvernement algérien a du mal à maintenir la sécurité de ces champs-là. Le pipeline, c'est vrai, est utilisé à 50-60% de sa capacité, mais l'Algérie a fait savoir de toute façon qu'elle ne voulait pas se mettre les Russes à dos. Donc voilà, donc il n'y a pas d'alternative. Donc allez voir les Russes et leur dire on va tous acheter ensemble, mais ils vont rigoler en disant mais... Et en rouble, et maintenant c'est en rouble. Voilà, donc si vous voulez, ce qui est quand même extraordinaire dans cette crise-là, c'est que alors qu'on a les pieds et les poings liés avec la Russie, on ne fait que les menacer. Alors voilà, et effectivement, un jour peut-être que le gaz sera coupé. Mais alors, voilà. Et alors ça c'est effectivement pour le sujet des achats groupés au niveau européen. Je reviens vers vous, Alexandre Baradès, puis après on aura votre vision, Léa Dunant-Châtelet. Il y a aussi une autre piste évoquée, parce que le sujet c'est la dépendance énergétique européenne dans un contexte effectivement d'inflation des prix, mais là on parle du coup de compétitivité des entreprises françaises. C'est la possibilité d'avoir du gaz qui nous vienne des États-Unis, du gaz naturel liquéfié. Il y a effectivement un projet, on l'a entendu en début d'émission, dans le port du Havre. Est-ce que ça peut venir régler la situation sur le sujet du gaz et
contribuer à faire baisser les prix ou avoir peut-être du gaz moins cher en Europe? Oui, je devrais rapport à ça. C'est vrai que déjà cet après-midi, il y a eu des déclarations du G7 qui dit en gros le paiement en rouble n'y comptait pas. D'accord. Et la Russie, un député russe dit donc une des solutions, une des conclusions, c'est que vous ne serez peut-être pas livré. Donc voilà, escalade verbale, on verra si ça débouche sur quelque chose de concret. Après, c'est que le temps, malheureusement, et je vais aller très vite, le temps de la phase actuelle, on voit que pour construire un terminal gazier, c'est 2 au plus court, 3 ans minimum. Mais après, c'est un temps, à l'échelle de la guerre, c'est un temps infini. À l'échelle d'une restructuration européenne, c'est pas infaisable. Et l'Allemagne qui dit... C'est quand même 3 hivers. Oui, mais déjà, on arrive à baisser ce que disent les Allemands, apparemment de 2 tiers la dépendance d'ici la fin d'année, c'est quand même des marches en avant qui sont quand même très importantes. Et après, il y aura toutes les questions de la montée en puissance du reste, du renouvelable, du nucléaire aussi. Je sais que les délais sont plus longs, mais des solutions... Sur la durée, il y en a. La question, effectivement, c'est Bertrand, c'est l'ajustement du marché par rapport aux besoins immédiats. Voilà. Et ça, c'est là-dessus que la Russie joue, mais le temps joue aussi beaucoup contre la Russie aussi. Voilà. Et surtout le choc économique. Surtout le choc économique, la Russie souffrira beaucoup plus que l'Europe, même si on fermait les vannes. 30% de baisse du PIB en Russie cette année. Bon, il faut que la population puisse encaisser ça quand même. Alors, on va revenir peut-être sur ces notions de croissance ou autre. Juste avant, Léa Dunant-Châtelet, on parle du contexte de marché actuel et très vite, on vient sur les sujets énergie. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Quand on parle d'énergie, on parle de gaz, on parle de pétrole. Et quand on parle d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, là, effectivement, on parle d'énergie renouvelable, mais on parle d'énergie renouvelable sur un temps long. Et là, l'urgence, c'est de trouver finalement du gaz ou du pétrole. Comment est-ce qu'on voit ça avec un prisme ESG pour le coup? Alors, c'est très intéressant parce que déjà, ce qu'on voit là dans les discussions qu'il y a pu avoir de manière très politique, on essaye de déplacer notre dépendance. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à trouver une indépendance, on déplace notre dépendance au détriment de certaines énergies, notamment nucléaires, que l'on a d'ores et déjà. Et c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Si on reprend la discussion sur la négociation tous ensemble des prix du gaz, donc à 27 élargi, parce qu'en plus, il n'y a pas que l'Union européenne, à cela s'ajoute effectivement le GNL, et à cela s'ajoute une troisième mesure qui n'est pas inintéressante, c'est une révision du prix de l'électricité qui ne serait plus basée sur finalement l'état du monde, mais un état européen, un mix européen. C'est important parce qu'en fait, là, on est en train de rebattre les cartes avec finalement très peu de visibilité. D'accord, on n'a aucune visibilité sur l'issue notamment du conflit. Ça, c'est la première chose. Je voulais l'évoquer et rebondir sur ce qui a été dit. C'est absolument impossible de prévoir ça. Et donc, effectivement, quant à la manière dont on va pouvoir créer notre indépendance énergétique, il y a des solutions simples qui existent déjà. Il y a eu quand même des grandes annonces en Allemagne sur les 50% de nucléaire, de renouvelables et le tout renouvelable. Et finalement, on voit que dans le pipe, ça n'est pas là. Oui, et puis il y a des questions de savoir comment est-ce qu'on va faire. Effectivement, on va avoir besoin de métaux, on va avoir besoin de matières premières. Et c'est là où on revient sur une autre dépendance pour le coup. Absolument. Et c'est là où finalement, on a vu l'année dernière toute cette dépendance arriver avec une hausse très très forte de ces matières premières utilisées pour la construction, soit des panneaux solaires, soit des éoliennes. Une difficulté à s'approvisionner et finalement on peut rien faire. Donc la solution, j'en ai pas. Moi j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Enfin j'aimerais bien. La seule chose que je sais, c'est que ça va créer des tensions, notamment probablement rebooster un tout petit peu les programmes d'énergie renouvelable à court, moyen, long terme. Mais il n'en demeure pas moins que la situation sur l'énergie, pour moi d'un point de vue macro, parce qu'on reviendra sur le point spécifique ISR ou développement durable, c'est une inflation quoi qu'il arrive. Et je retiens ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord. Je ne crois pas, même avec un cessez-le-feu à court terme, à un retour à la normale très rapide. On est en train de rentrer dans une ère d'inflation de l'énergie énorme. Je rappelle qu'il y a eu une hausse considérable des émissions de CO2 l'année dernière du fait de la reprise, une hausse considérable des réouvertures des centrales à charbon, complètement inattendue, bien avant la crise ukrainienne. Cette tendance, elle n'est pas liée que à ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Elle est liée quoi à une nécessité finalement d'avoir de l'énergie, d'avoir de quoi se chauffer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? C'est des énergies non renouvelables. Absolument. Donc on repart... Elle est liée à un retour à la normale, c'est-à-dire en fait la complaisance vers une économie en forte croissance, elle est toujours là. On n'arrive pas finalement à arriver à un état d'efficacité, tout simplement. C'est-à-dire que le premier pas vers la baisse de la consommation d'énergie, c'est pas le changement d'énergie, c'est pas le changement de mix, c'est la manière dont on va rendre les choses efficaces. Et ça a été le discours de beaucoup d'entreprises assez pionnières sur les 15 dernières années, et on s'aperçoit que rares sont celles qui ont fait cet effort d'efficacité en réalité. Bertrand Puif, j'aimerais revenir avec vous toujours sur ce sujet énergie, mais donc via le volet entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre plus tard dans l'année à voir des estimations
explication de résultats revus à la baisse en lien avec des prix de l'énergie qui seraient restés à des niveaux élevés? Alors c'est très fortement probable, puisqu'on sait que les entreprises qui sont très intenses en énergie ont tendance à sécuriser au moins à 1 an leur consommation électrique via des contrats donc, à terme, et qu'effectivement, quand ces contrats à terme vont arriver à échéance, et qu'il va falloir les renouveler à partir d'une base de prix spot. Voilà, alors c'est compliqué parce que chaque entreprise évidemment a un timing qui est différent, mais on pense que sur le premier trimestre, il y aura encore une majorité d'entreprises qui bénéficieront de protection, mais qu'à partir graduellement du deuxième trimestre et très fortement sur le second semestre, on devrait voir des impacts assez significatifs pour des sociétés industrielles qui utilisent beaucoup d'énergie et qui vont être obligées en fait de remettre au prix du marché en fait leur consommation. Ça veut dire que les contrats de couverture aujourd'hui permettent de temporiser entre guillemets la hausse de l'énergie, mais qu'on va avoir une sorte de deuxième vague de hausse de prix de l'énergie. Soit il y a effectivement des contrats de couverture qui permettent de compenser, soit il y a des achats à terme. Ça se fait pas mal, notamment avec la Russie. Il y a des achats à terme, ou même d'ailleurs quand vous achetiez à terme à 1 an ou à 2 ans de l'énergie, vous aviez un discount. Et bien effectivement, quand vous arrivez à la fin de cela et qu'il faut comme on dit, donc repartir sur un contrat, et ben ça va être beaucoup plus compliqué. Donc les prix vont avoir une marche à la hausse assez significative. Et puis surtout, derrière, ce qui va se passer, c'est que aucune société, à mon avis, ne va prendre le risque, pour le coup, de repartir sur un contrat à 1 an ou encore à fortiori il y a 2 ans basé sur des prix aussi élevés, et donc on va avoir de plus en plus de sensibilité donc au prix spot de l'énergie des sociétés, donc plus de volatilité dans les résultats semestriels de ces sociétés industrielles très intenses en énergie. Et la conclusion là-dessus de notre part, c'est on pense qu'il va y avoir une décote qui va s'installer sur les sociétés les plus énergivores en Europe, que ce soit l'automobile allemande, qui a eu un parcours exceptionnel, mais bon, il y a un moment donné, voilà, ou des sociétés, comme je disais tout à l'heure, comme Verallia ou Vidrala, qui sont très intenses. Mais c'est intéressant parce que ça va à l'inverse peut-être de ce qui se passe actuellement, d'une rotation sectorielle vers des entreprises ou des titres plus value. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, la value n'a pas forcément que des beaux jours devant elle, à partir du moment où elle est très dépendante du sujet énergétique. Alors effectivement, il y a une évolution donc avec cette crise énergétique du rebalancement vers la value, et on a des secteurs effectivement qui comme le sein de l'industrie, il faut vraiment faire du stock picking comme on dit, pour aller chercher des dossiers non seulement pas chers, mais en plus qui n'ont pas cette sensibilité très importante à l'énergie, et qui n'ont pas d'option, on va dire, pour la changer. Également, face au risque assez évident de stagflation, on sait que les financières, et en particulier les banques, ne sont pas celles qui, alors que c'est une grosse partie de la value, du segment value, pas celles qui, historiquement, et en particulier, ça a été vrai dans les années 70, performent le mieux. Donc c'est vrai que les banques se dépondrait peut-être un petit peu des banques, ou en tout cas avoir cette idée que c'est plus risqué, parce que qui dit stagflation dit remonter des créances douteuses, des problématiques de paiement. Par contre, donc l'énergie, ça reste encore plus pertinent, évidemment. Les matières premières, évidemment, ça reste en tout cas à court moyen terme très pertinent. Et par contre, effectivement, arrivent 2 secteurs qui marchent plutôt bien en période de stagflation, moins bien en période purement d'inflation. C'est donc les télécoms et les utilities. Et donc, c'est un petit peu là, les 4 secteurs qui devraient bénéficier. Donc, énergie, matières premières, télécom, utilities, avec un biais sur les financières où les assurances devraient bénéficier effectivement de l'environnement, continuer à en bénéficier. Les banques, c'est plus compliqué. Léa Dunant-Châtelet, donc effectivement on est parti sur les secteurs et le stock picking, on laisse la flambée obligataire pour plus tard. Quelle est du coup votre vision un petit peu dans ce marché un peu trouble finalement pour essayer de comprendre des vraies tendances? C'est un très bon adjectif, j'allais le dire. Alors moi, j'ai une vision beaucoup moins tactique dans mon allocation sectorielle. De fait, je suis un investisseur de long terme, mais surtout en fait parce que les marchés sont extrêmement volatiles. Je vous rappelle quand même qu'on est revenu sur des niveaux qui sont quasiment ceux qu'on connaissait juste avant la crise géopolitique, qu'on a connu des séances de bourse historiques le 9 mars avec un plus 7%. Bien sûr. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la rotation sectorielle qu'on a vécue en 3 mois, puisqu'on est quasiment au premier trimestre de cette année, est historique aussi. On le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases de stress de marché intense dans lesquelles les secteurs qui vont faire les amortisseurs sont les secteurs classiques, plutôt de la santé, plutôt défensifs d'une manière générale, qu'il y a un contexte favorable
à des secteurs comme la défense, en parallèle les énergies renouvelables qui reviennent sur le devant de la scène. Ces deux secteurs sont totalement, je ne vais pas dire opposés, mais dans leurs caractéristiques quand même, à plein de niveaux financiers, extra-financiers. Sur des critères ESG, effectivement, ils sont plutôt opposés. Il y en a un qu'on exclut automatiquement et l'autre qui est plutôt favorisé. Absolument. Parallèlement, vous avez la même chose avec on va dire les énergies fossiles d'une manière générale, et puis toujours ces énergies renouvelables. C'est compliqué. Alors moi, mon seul mot d'ordre, c'est d'être quand même relativement stable, en fait. C'est très, très difficile d'être tactique en ce moment. Équilibré, pourquoi pas, plus que value ou croissance, pour faire l'opposition un petit peu classique. En tout cas, moi, je reste convaincue sur certains secteurs, à l'exception d'un, et en fait, vous l'avez mentionné indirectement, c'est tout le secteur de la construction qui a bénéficié d'une énorme relance, à la fois parce qu'on a eu des Green Deal, parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, et qu'en plus, dans cette période Covid, tout le monde a décidé de repeindre sa maison. En réalité, là, vous êtes sur des secteurs extrêmement énergivores. Et c'est vrai qu'elles ont fait les beaux jours, ces valeurs des 12-18 derniers mois de bourse. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, malgré que la tendance de fond soit là. Et alors, justement, toujours sur ce sujet ESG, mais une question qu'on pourra évoquer également avec Alexandre Baradez. Mais aujourd'hui, du gaz qui permet de soutenir une activité européenne ou des budgets défense qui permettent de défendre un sujet démocratie. Comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce que du coup, d'un coup d'un seul, ça peut devenir ESG sous certaines conditions ou... Je suis très contente que vous me posiez la question, parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai des appels pour savoir si finalement on fait du pétrole ou si finalement on achète des armes. En fait, ce qu'il faut bien garder c'est bien, c'est l'un ou l'autre. C'est très très compliqué. Ce qu'il faut bien garder en tête, il y a deux choses. La première chose, c'est que quand on parle de finances responsables, on parle des labels. Les labels n'interdisent aucun secteur. C'est extrêmement important, et c'est à mettre en perspective d'un seul secteur qui est exclu pour tout le monde de la même manière, qui sont les armes controversées. Les armes controversées, c'est lié à des traités qui ont été signés, Ottawa et Oslo notamment. La France et la plupart des pays européens ont traité ces signés. Les armes de prolifération massive, les bombes à sous-munitions, tout ça c'est interdit, on ne le finance pas, mais c'est pour tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste, la défense militaire, etc., et le pétrole-gaz, le tabac, tout ce que vous voulez, ce n'est pas interdit par les labels. Donc, quand on arrive dans une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le seul mot d'ordre, d'abord pour nous gestionnaires, pour moi en tout cas, ce n'est pas de donner le sens de l'éthique. Je n'ai pas à faire la morale et à dire ce secteur est bien, ce secteur n'est pas bien, contrairement à ce que le développement durable ou l'ISR voudrait. Donc, notre position, c'est de dire on a des fonds qui vont partout, qui sont tout terrain, ils l'ont toujours été, et ils font du développement durable, et ils regardent les critères extra-financiers. Et puis il y a des fonds extrêmement purs qui se sont interdits certains secteurs parce que la demande du client est là. D'accord. Le principe, c'est que le client, il doit savoir où est-ce qu'il va investir. Il faut que lorsqu'il va dans un fonds qui a toujours exclu les énergies fossiles parce que c'est sa philosophie de gestion, demain il ne se retrouve pas avec des énergies fossiles parce que c'est la tendance. D'accord, il faut que la promesse corresponde finalement à la gestion au quotidien. C'est la stabilité. Et c'est exactement comme ça qu'on répond à cette question. C'est-à-dire si vous avez décidé de vouloir changer votre fusil d'épaule, passez-moi l'expression, mais c'est un peu le cas de dire, et donc vous pensez que vous voulez finalement participer à la défense de vos pays, pas de problème, on a des fonds qui font ça. Mais en revanche, les fonds ne doivent pas changer de stratégie en cours de route parce qu'ils changent avec l'air du temps. C'est la plus mauvaise stratégie à avoir. Donc des fonds ESG qui font de la défense, ça existe. Et il y en a certains qui les excluent automatiquement, mais ça peut exister. Absolument. D'accord. Bon, après, effectivement, c'est une question de choix d'allocation et de promesses vis-à-vis des épargnants, des investisseurs. Alexandre Baradez, même question du coup sur quand on a commencé cette émission, donc on a dressé un contexte qui était plutôt favorable à la value, contexte actuel qui ne sera pas forcément celui de demain du coup, si on en croit effectivement ce que nous dit Bertrand Puy sur l'évolution potentielle des prix de l'énergie. Oui, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est une période trouble. Aujourd'hui, qui peut dire avec qui l'Europe négociera dans 8 mois ou 12 mois ? Est-ce que la Russie de Poutine sera la Russie de Poutine dans 8 mois ou 12 mois ou dans 3 mois ? Donc je ne dis pas qu'il faut faire des paris par rapport à est-ce que ça ce sera la Russie de Poutine ? Probable, mais oui, bien sûr. les deux points de vue ont été d'une improbabilité absolue. Donc quel rôle aussi peuvent jouer certains alliés pourtant de la Russie ? La Chine, par exemple. La Chine n'aurait aucun intérêt à avoir une Europe en récession au moment où elle sort, elle re-rentre. Bien sûr. Elle rentre à nouveau. Elle essaye de sortir. Voilà, elle s'est fixé des objectifs de croissance à plus de 5%. Oui, elle a un allié qu'elle ne veut pas perdre, mais elle a aussi des impératifs de moteur export à faire tourner. Alors les États-Unis, c'est moins problématique. Pour l'Europe, si vous commencez à ralentir, sachant qu'en plus, si vous commencez à avoir des biens dont l'inflation est un peu élevée,
on sait que la crise Covid a entraîné quand même un gros rebalancement de la consommation sur les biens. Donc maintenant, on va être tenté d'aller un peu plus sur les services, vu que ça s'est rouvert. Donc là, pour le coup, la Chine sera encore plus pénalisée si la consommation européenne va un peu plus sur les services. Donc c'est vrai que faire un raisonnement après là-dessus de portefeuille, moi je dirais que jouer le tourisme loisir qui a beaucoup baissé, qui a des multiples, ça me paraît correct. Les bancaires, effectivement, elles ont connu l'année dernière la meilleure année avec les techs, quasiment à parts égales. On avait les plus gros performeurs. Donc c'est vrai que les bancaires ont déjà bien joué la phase remontée de taux. Pour que ça aille quand même beaucoup plus haut, les marchés US anticipent aussi déjà beaucoup de choses. Le 2 ans US qui est à 2,20 ou 2,40, il était à 0,2 en septembre. Donc c'est exponentiel. Donc à un moment donné, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses dans les prix de l'obligataire. Donc c'était pas mal de choses que les marchés, même à moins 20, les marchés finalement ont intégré quand même pas mal de choses. Ils ont intégré d'abord la phase de pré-normalisation monétaire qui était intégrée dans la partie obligataire, la crise ensuite, et moins 20 à moins 25 sur les indices européens. C'était aussi un pricing. Quand on a basculé dans les moins 20, c'était le 7 ou 8 mars quand il y a eu ce week-end où on pensait tous qu'il allait avoir effectivement une escalade sur la question de l'embargo, et c'est là qu'on a eu des gaps sur le pétrole à l'ouverture le dimanche soir ou autre. Donc c'était le scénario du pire déjà. Alors, pire pas concrétisé, mais le marché se projetait dans le pire. Et ça faisait moins 20 à moins 25 sur les indices européens. Donc ça intègre déjà quand même pas mal d'horizons de bénéfices, ça intègre même un risque un peu récessif déjà. Donc, j'ai tendance à dire qu'effectivement, s'il y a une guerre d'attrition, mais que c'est contouré et que l'énergie nous parvient toujours, dur de dire qu'effectivement, je ne suis pas trop si sélectif que Bertrand, mais il me semble que cette valorisation d'un point de vue historique des gros indices européens qui sont quand même plutôt cycliques value et un peu moins croissance, des 12 fois les multiples sur certains indices européens, ça devient, s'il n'y a pas d'escalade, ça devient des zones qui ne sont pas mauvaises sur des horizons un peu moyen terme, 2 ans, 3 ans. Et alors, pour rester sur le sujet entreprise, avant d'aborder rapidement le sujet obligataire, on voit une pression de plus en plus forte d'opinion publique de demander à un certain nombre d'entreprises de quitter le sol russe. Effectivement, aujourd'hui, là, les marchés réagissent à des espoirs de cesser le feu. On demande à des entreprises de quitter le pays russe. Est-ce que, du coup, ça pose pas mal de questions? C'est déjà, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il sera facile de revenir demain une fois qu'on l'aura quitté, si jamais dans un mois le contexte change? Comment est-ce qu'on gère ça quand on investit, peut-être vous, Alexandre Baradès, puis ensuite Bertrand Puif et puis Léa, pour le coup. Les gens qui vont s'exprimer là-dessus. D'accord, bon je vous voyais acquiescer Léa du Je vais juste rappeler en 3 secondes sur... C'est vrai que l'arme nucléaire, si on parlait comme ça en ce moment, c'est l'énergie. Donc si on veut vraiment frapper la Russie et faire mal tout de suite... c'est vrai que c'est pas tellement par les entreprises implantées là-bas que ça va faire mal, à part la population ou autre, mais si on veut vraiment frapper le Kremlin et les finances de la Russie, c'est l'énergie. Donc on essaie si on veut faire mal, c'est par là qu'il faut aller. Évidemment, personne n'a envie d'y aller parce que c'est l'arme. Parce qu'on se fait mal au passage. Léane Dunant-Châtelet, je vous voyais acquiescer à cette question. En quelques mots, en fait. D'abord, effectivement, les entreprises qui étaient exposées à la Russie de par leurs activités ont été sanctionnées en bourse et c'est fait. Donc le chemin est fait, donc, ça ne sert à rien de chercher celles qui n'auraient pas été trouvées par les investisseurs. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes pris des décisions assez différentes. Il faut se mettre dans la perspective de demain et comment les entreprises vont pouvoir réouvrir un jour ces activités-là, recommercer avec la Russie, voire reproduire en Russie. Certaines ont pris pour moi des décisions assez intelligentes. Je pense notamment à Geberit qui a décidé de fermer un site assez important, mais de maintenir les salaires. On verra pour combien de temps, de maintenir les conditions, enfin en tout cas sociales des salariés. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a un stress dont on n'a plus du tout parlé depuis quelques temps, qui est le stress de l'emploi, des compétences en fait, qui est majeur. Et donc toutes ces industries, pour certaines avec des compétences assez élevées, savent très bien aussi que si du jour au lendemain elles adoptent des attitudes qui ne sont pas très responsables pour le coup, elles risquent d'avoir du mal à revenir, y compris dans le commerce, je dirais la consommation de base. Donc il faut être très vigilant plutôt sur ce comportement-là plus que... Mais ça a un coût pour les entreprises quand même de quitter, d'arrêter une activité mais de maintenir des salaires. Bien sûr, effectivement. Mais vous savez, ce sont des investissements qui ont des conséquences à long terme parfois, c'est un coût au départ, c'est le principe d'un investissement et qui a une rentabilité dans quelques temps. Bertrand Puif, même question justement sur ces entreprises à qui les opinions publiques demandent, ou même parfois des décideurs politiques demandent de réduire leurs activités en Russie, alors là même que ça peut être une part importante d'une activité. Il y a d'un côté le sujet des valeurs qu'on demande aux entreprises d'avoir et de l'autre le sujet d'une réalité économique pour l'entreprise qui... Est-ce que du coup les valeurs doivent prendre le pas sur la réalité économique ou est-ce que la réalité économique doit passer avant les valeurs ? Alors, vaste question. Tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a Carlsberg, donc tout le monde connaît donc la bière Carlsberg, société danoise, qui a décidé tout simplement donc d'abandonner ses actifs en Russie et de passer une dépréciation qui est équivalent à la moitié de ses fonds propres.
Le titre, alors effectivement, je vous rejoins là-dessus, ces titres-là ont déjà baissé, et le marché a déjà fait le travail de mettre quasiment zéro sur quasi tous les actifs russes. Cependant, le potentiel de rebond du titre Carlsberg, qui a perdu 30% sur la Russie, va être nul, puisqu'ils viennent de sortir de la Russie. Donc il n'y a plus d'activité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des class actions qui vont être massives, que ce soit par les porteurs donc, en Europe, mais surtout par les porteurs américains, paradoxalement, de titres Carlsberg, qui vont aller en justice et qui vont poursuivre le management, parce que c'est effectivement suicider, entre guillemets, les actionnaires. Et ça, c'est des comportements qui sont, de mon point de vue, pas ESG. Voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est ESG de maintenir une activité en Russie ? Ça, c'est une autre question qui est, pour moi, éthique. Mais quand on se place d'un point de vue purement donc, marché, définition de l'ESG, donc il y a le G qui est la gouvernance et qui est dans lequel, pour nous, en tout cas, un des piliers, c'est effectivement que les intérêts des actionnaires soient respectés. Là, clairement, la gouvernance ne prend pas en compte les intérêts des actionnaires. Voilà. Mais vous avez d'autres sociétés qui ne décident de pas faire ça. Et je reprends un exemple là d'une société finlandaise, donc Nokian Tyres, qui est le leader mondial des pneus neige. Il y a quasiment un pneu neige sur deux qui vient de Nokian Tyres. Donc 70% de la production mondiale est en Russie. Alors ils vendent très peu en Russie, mais ils produisent en Russie. Qu'est-ce qu'on dit à cette entreprise-là ? Parce qu'ils ne produisent pas pour le marché russe. Ils ne sont pas en train d'alimenter les tanks russes en pneus. Ce n'est pas du tout les mêmes pneus. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit qu'il faut arrêter. Donc il y a une rupture mondiale de pneus neige. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc cette société-là a décidé de continuer son activité. Voilà, avec la sanction, de toute façon, la sanction, pour le coup, elle est déjà dans les cours. Encore une fois, pour tous les titres, elle est dans les cours. Après, c'est est-ce qu'on se coupe maintenant ? C'est souvent sur les actions, vous avez un titre qui a baissé, qui est en portefeuille de 30 ou 40%, vous dites, est-ce que je coupe ? Ou est-ce que je garde quand même, parce qu'il y a un potentiel de rebond ? Si je coupe, il n'y a plus de potentiel rebond. C'est un petit peu la logique qu'on a aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pression politique. Les sociétés danoises, notamment, sont très, très sous une pression énorme. Bon. Et donc ça veut dire, enfin si je comprends bien, ça veut dire que se couper d'activité en Russie, ça voudrait dire se couper d'un potentiel rebond le jour où la situation venait à s'améliorer, ou si on était en phase d'un cessez-le-feu ou d'un processus de paix. De croire que dans 6 mois, ils vont pouvoir réouvrir, avoir l'autorisation pour réouvrir. Alors là, ça, récupérer leur actif, déjà, ils peuvent l'oublier. Mais alors en plus, avant qu'ils puissent faire du business en Russie, je pense à Carlsberg, ça va mettre vraiment, vraiment longtemps et sans doute nécessitera un changement de régime en Russie. Bon, non, mais c'est intéressant cette question de savoir effectivement comment est-ce qu'on arbitre d'un côté avec des valeurs face à une guerre et de l'autre avec une réalité économique pour un certain nombre d'entreprises. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je voudrais quand même revenir sur la situation obligataire. On l'a mentionné plusieurs fois, Alexandre Baradez. Donc moi, je parlais d'un aplatissement de la courbe des taux. Vous me parliez d'un inversement de la courbe des taux aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement ? C'est une réaction des investisseurs face à une crainte de normalisation, par exemple, de la politique monétaire de la Fed, par rapport, c'est une des craintes des investisseurs vis-à-vis de l'inflation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette situation obligataire aujourd'hui ? Elle dit que les investisseurs pensent qu'effectivement la Fed va devoir y aller, parce que l'inflation qui s'est installée, encore une fois, bien avant la crise ukrainienne. Donc ça lifte les taux courts, donc ils remontent assez vite. De fait, on prend peur que ça puisse avoir des conséquences sur la croissance future et l'inflation future, d'où les taux longs qui sont en train de se tasser. Donc ça montre quand même dans le premier temps une forme de crainte d'une action peut-être un peu trop musclée de la part de la Banque centrale américaine. Mais est-ce que cette crainte va se concrétiser dans les arbitrages de portefeuille, et donc on va alléger la tech, on va alléger le S&P et d'autres classes d'actifs, enfin d'autres indices? Encore une fois, c'est pas certain, parce qu'on peut avoir une courbe qui se tend, et puis il suffit, encore une fois, un cessez-le-feu, je pense, on peut-être pas tout d'accord là-dessus, mais si vous avez un pétrole qui passe, il est à 107, 108 aujourd'hui, si vous allez à 90, ça reste effectivement les niveaux qu'on avait avant la crise ukrainienne. On avait déjà, quand on avait des pétroles à $80, c'était déjà des prix élevés. Le gaz, par exemple, les prix qu'on a aujourd'hui sur le gaz, c'est les prix qu'on avait déjà fin septembre, début octobre, donc qui étaient déjà chers. Il y a quelques bruits déjà sur la Russie, mais c'est pas trop ça qu'ils aient monté le gaz à l'époque. C'est plutôt matérialisé plutôt vers octobre-novembre. Donc l'économie européenne, avec ces prix-là, arrivait quand même à fonctionner assez correctement sur le second semestre. Donc si on a un étage comme ça qui condescend, je ne dis pas aller beaucoup plus bas,
tout de suite, cette courbe de taux, normalement, va se remettre un peu mieux parce que vous allez avoir une pression inflationniste qui va baisser, enfin, qui va être perçue comme étant baissière à horizon quelques mois. Donc, oui, je pense que c'est le feu pourra jouer un rôle important sur la courbe de taux. Sachant que du coup, il est intégré quand même, de ce que je comprends, que la variable d'ajustement ne sera plus la politique monétaire d'une banque centrale, et notamment de la Fed. Là, pour le coup, la question, c'est plus 0 ou 25 points de base, c'est 25 ou 50. Oui, le job des banques centrales, il est horrible en ce moment, c'est absolument horrible. C'est-à-dire que prévoir quelque chose qui peut pas se solder, mais s'améliorer dans 2 jours, dans 6 mois, dans 3 mois, c'est vrai que c'est très dur. Du coup, même les prévisions de croissance, on les regarde effectivement d'un œil, on voit les 3,3 encore pour la zone euro, enfin, la BCE et puis Standard & Poor's ce matin qui prévoit encore plus de 3% de croissance. On ne voit pas comment on peut tenir ça si on poursuit cette situation pendant 3 mois de plus ou 6 mois de plus. Mais si effectivement il y a un cessez-le-feu rapide, oui, donc du coup les banquiers centraux aussi, vu qu'il y aura un petit tassement de la demande, une matière première qui baisse, puis un réajustement peut-être par rapport aux biens vers les services, ça peut quand même éviter peut-être cette hausse de taux. Et si on n'avait que 5 ou que 6, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut jouer un rôle quand même de petite détente, de petite remontée de la courbe de taux. Alors ça, c'est pour la Fed. Et alors côté BCE, la situation est encore plus complexe, et on voit d'ailleurs les taux courts en Europe. Alors là, pour le coup, c'est donc chaque État effectivement a ses taux d'intérêt obligataires, mais on voit effectivement les taux courts remonter également. Même crainte, mais là pour le coup vis-à-vis d'une politique monétaire de la Fed ou de la BCE? De la BCE, mais c'est vrai que moi j'apprends qu'elle est presque plus confortable, la position de la BCE, parce qu'il y a, entre guillemets, pas l'excuse, mais il y a la question de la crise ukrainienne. Donc oui, il y avait de l'inflation qui était quand même moins forte qu'aux États-Unis, mais qui est quand même suffisamment forte. Après, le problème, c'est quand même que l'Europe est exposée sur les questions d'énergie plus fortement que les États-Unis à court terme, mais le risque de l'impact pour la croissance européenne, il est bien pour la zone, enfin, c'est bien un sujet pour la BCE. Donc, mais c'est sûr qu'il y a une grosse décalage parce que le marché price, qu'à 60 points de base, quasiment d'ici la fin de l'année, c'est pas du tout content de la bouche de Christine Lagarde. Et du coup, ça pose aussi question par rapport au niveau de l'euro, parce que si effectivement on avait bien ces hausses de taux d'ici la fin de l'année, l'euro à ce moment-là, il y a un impact économique qui fait que c'est tiré vers le bas, mais à un moment donné, s'il y a moins d'hausses de taux côté US et que l'Europe doit ajuster un petit peu derrière, vous allez avoir un effet de balancier assez fort sur l'euro par rapport au dollar. Donc on est comme sur des points d'équilibre. On sent que, mais tout repose, l'axe central, c'est la crise ukrainienne. Donc faire des prévisions, bien sûr, hyper dur, et les banquiers centraux sont, chapeau s'il devrait faire quelque chose là-dedans. Bertrand Pruif, un mot peut-être sur cette situation obligataire. Comment est-ce que vous voyez ça Je pense que l'enjeu pour les principales banques centrales, c'est de maintenir des taux réels qui soient négatifs. La catastrophe, ce serait que les taux réels repassent en positif. Et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, donc les anticipations d'inflation vont plus vite que la hausse des taux longs. Donc on reste dans une situation où on arrive à maintenir. On est même, à un moment donné, on avait commencé à creuser encore plus en négatif. On était passé de 0,4, moins 0,4 à moins 0,6. Là, on est devenu aux US. Maintenant, on est à moins 0,5. Bon, tant qu'on reste dans des zones comme ça, on va dire que c'est des zones de soutien des marchés actions. Également, ça permet sur les marchés obligataires, on va dire aux États qui sont très endettés, de rembourser leurs dettes. Je pense notamment aux États européens. On est dans la même configuration en Europe avec des taux réels négatifs, où effectivement, ça permet de rembourser une masse de dettes importante. Si à un moment donné, même si on a pour rebondir sur ce que disait Alexandre, si on a des anticipations d'inflation qui baissent à un moment donné, et qui baissent plus vite que ne baissent les taux longs, là on va se retrouver dans une situation complexe. Où là, on peut tout de suite arriver à être dans des taux positifs, 0,5, 1% taux réel. Et là, vous pouvez avoir une crise de la dette souveraine qui va très vite se manifester, compte tenu notamment en Europe l'amoncellement de dettes Covid, notamment, et moi je ne crois pas du tout à l'isolation potentielle de la dette Covid pour l'annuler, ça c'est une supercherie politique. Donc on peut rentrer dans... On n'y est pas, mais c'est pour illustrer effectivement ce qui a été dit, qu'aujourd'hui les banques centrales ont une politique d'équilibriste et d'analyse au jour le jour des données. C'est pour ça que souvent on dit « Ah, c'est pas très cohérent, là ils étaient un peu haut, on pensait qu'ils allaient être plus haut quiche que ça, en fait ils sont... » En fait, ça dépend vraiment de l'analyse au jour le jour quasiment de l'évolution de la courbe des taux, et en particulier des taux réels. Léa Dunant-Châtelet, pour conclure, pareil, sur ce contexte qui a fait office d'ouverture de cette émission et de conclusion également, comment est-ce que vous voyez cette situation ? Je pense que c'est une situation effectivement très complexe pour les banquiers centraux, assez simple aux États-Unis, pour le coup en Europe vraiment beaucoup plus complexe, parce qu'il ne faut pas partir trop tard dans cette course à la remontée des taux. C'est vraiment la question qui est en train de se poser, notamment la Banque centrale allemande. Ils l'ont très clairement dit la semaine dernière, et je pense que malheureusement on va avoir
avoir cet équilibre à maintenir de taux réels qui soient acceptables. Mais néanmoins, lorsqu'on écoute les discours, on voit que les prévisions d'inflation, dans les scénarios les plus bers, comme on dit, sont quand même à des niveaux qu'on n'a jamais connus. Donc, on va changer de paradigme à nouveau. Et un petit point, une petite anecdote, j'entends tout le monde parler de crise ukrainienne, c'est assez intéressant parce qu'on voit dans quel langage, vocabulaire on est. C'est pas une crise sanitaire, c'est une guerre. Ça change tout, en fait, parce que ça va changer drastiquement l'équilibre géopolitique que l'on a et donc potentiellement, d'ailleurs, avoir des conséquences sur la politique monétaire. Merci beaucoup, Léa Dunant-Châtelet. Je rappelle que vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et merci Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.